Ici Nancy Brodeur. Bienvenue à Découvrons. Cette semaine, le thème abordé sera celui de l'alimentation en Nouvelle-France par rapport à celle d'aujourd'hui. Nous avons questionné certaines personnes sur le sujet. Allons voir ce qu'ils en pensent. Bonjour madame. Bonjour. Pourriez-vous émettre une hypothèse sur l'alimentation en Nouvelle-France, s'il vous plaît? Moi, je pense qu'ils mangeaient au McDo parce que le McDo, c'est pour les pauvres puis eux, ils étaient pauvres. OK. Allons voir l'opinion de quelqu'un d'autre. Excusez-moi, madame. Oui? Pourriez-vous émettre une hypothèse sur l'alimentation en Nouvelle-France, s'il vous plaît? Bien sûr. Moi, je crois qu'en Nouvelle-France, ils mangeaient surtout du pain parce que c'est nourrissant et c'est facile à faire. Et aussi, c'est sûr qu'ils devaient subvenir à leurs propres besoins. Je crois aussi qu'il y a certains jours où est-ce qu'ils ne pouvaient pas manger de viande à cause de la religion. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Allons voir ce qu'il en était vraiment. Commençons par la fabrication du pain qui représente 60 à 85% de leur alimentation quotidienne. Mais que faites-vous, mère? Oh, mais je fais du pain, ma fille. Oh, montrez-moi, je vous en prie, mère. Très bien. Tout d'abord, tu dois savoir qu'un pain de qualité ne doit pas contenir de son pour qu'il soit agréable au goût et nourrissant. Ensuite, ne mets jamais de maïs dans ton pain, comme le font ces sauvages. La meilleure céréale serait le blé, celui que nous cultivons. Mais pourquoi ne pas mettre de son, mère? Car le son est impropre à la consommation humaine. Et pourquoi ne pas tout simplement l'acheter au marché? Ce serait beaucoup plus simple. Mais ma pauvre fille, le pain du marché est beaucoup trop cher pour nos moyens. Bon, assez bavardé. Va me chercher des légumes pour le potage de ce soir. J'ai besoin de poireaux, de carottes, d'oignons et de choux. Autre chose, mère? Oui, va nourrir les animaux et ramène-moi de l'eau du puits, s'il te plaît. Très bien. Voilà, mère. Malheureusement, toutes les salades ont flétri à cause de la chaleur et le puits est presque à sec. Comment allons-nous apaiser notre soif à présent? Eh oui, ma fille, nous sommes dépendants du climat. Heureusement que notre vache Eugène nous donne du bon lait et que le cochon Hubert sera bientôt prêt à être mangé. Oh non, s'il vous plaît, mère, épargnez Hubert. J'oubliais. Va me chercher du lard dans notre caveau souterrain. J'espère qu'il a été bien conservé au frais. Par chance, il est très salé. Il faudra aussi rappeler à ton père de ne pas refaire déshydrater de la viande. J'ai besoin de tourte fraîche pour ma tourtière. Mais qu'est-ce que la tourte, mère? C'est un oiseau que nous mangeons et qui est délicieux. D'ailleurs, ton père part bientôt à la chasse. C'est un grand événement. Donc, en résumé, les colons étaient dépendants du climat. Afin de subvenir à leurs propres besoins, ils faisaient leur propre pain et avaient un potager où poussaient de nombreux légumes et où il y avait parfois des arbres fruitiers tels que les pommiers. Lors de la boucherie d'automne, ils tuaient certains de leurs animaux, comme les cochons, et afin de conserver la viande, ils la faisaient déshydrater, saler ou encore fumer, une technique empruntée des Amérindiens. La tourte était aussi un oiseau très prisé, que beaucoup consommaient. Quand elles arrivaient, on appelait cette période le temps des tourterelles. Malheureusement, les bouchers s'en plaignaient, car les gens allaient plutôt la chasser au lieu d'acheter leur propre viande. Maintenant, allons voir à quoi ressemblait un souper chez les colons. Un moment très important en famille. Eh bien, qu'allons-nous manger ce soir? Du potage, Jacques. Encore du potage. Vous savez, vous devriez vous compter chanceux. J'ai entendu dire que dans certaines familles, ils ne se contentent que d'une simple bouillie de céréales. Pas vrai? Qu'importe. Comme dessert, je nous ai préparé de délicieux fruits confits, faits de fraises, de bleuets et de framboises, que j'ai moi-même cueillis dans la forêt. J'ai même rajouté du sucre qui provient des Antilles. C'est fort bien, mon enfant. En parlant de cueillette, savais-tu que les Amérindiens avaient beaucoup influencé notre alimentation? Lorsque ton arrière-grand-père, qui était coureur des bois, est venu s'installer en Nouvelle-France, les aliments indigènes ne constituaient qu'une source de dépannage, le temps que les colons implantent leur culture céréalière. Les sauvages en question cultivent beaucoup la courge, le maïs et les haricots. Ils les nomment les trois sœurs. Ton arrière-grand-père nous racontait aussi que les citrouilles iroquoises, avec leur écorce verte, attiraient beaucoup les colons. Heureusement, maintenant, nous l'avons incorporé dans nos potagers. Oui, et grâce à la citrouille, nous pouvons maintenant manger de la bonne purée et du délicieux potage et de bons gâteaux. Exactement. Ils nous ont aussi fait découvrir le melon, qui était très peu connu à l'époque, et le topinambour, qui ressemble beaucoup à des navets. Il y avait aussi plusieurs arbres sauvages, tels que le cerfeuil, le persil, l'ail et la ciboulette.
mais tous préférant encore faire venir leurs herbes de France. Par chance que ton arrière-grand-père nous a appris à bien les utiliser. Oui, c'est incroyable comment la Nouvelle-France regorge de ressources naturelles et fauniques. Je suis heureuse que nos ancêtres soient venus ici. D'ailleurs, quand partez-vous à la chasse, père? Bientôt, ma fille, bientôt. Le gros gibier est abondant, père. Allez-vous nous en ramener? Je l'espère. On m'a déjà dit que l'orignal est comparé à la viande de bœuf et que l'ours ressemble beaucoup au porc au niveau du goût. Est-ce vrai? Oui, ma fille, c'est bien vrai. Mais le cerf de Virginie surpasse en goût toutes les venaisons. Mais encore une fois, les colons ont bien eu de la difficulté à s'habituer à la viande sauvage. Certains font même encore venir leur nourriture de France. Mais pourquoi donc, père? Tu sais, les armes à feu se font rares, ma fille. Effectivement. Et en plus, le gros gibier fuit à cause de la traite des fourrures, ma foi. De toute façon, tu sais très bien que ce genre de gibier n'est que complémentaire à nos repas. Mais j'essaierai quand même de te rapporter une outarde, une perdrix, une oie, une sarcelle, un canard ou même une tourterelle. Malheureusement, nous devons nous abstenir de manger de la viande pendant environ 150 jours de l'année. Les vendredis et les samedis, comme tu le sais, mais aussi pendant les 40 jours du carême, et même pendant certaines de nos fêtes religieuses. Je sais, mère, le poisson est très important dans notre alimentation. Nous avons notre triade habituelle, la morue, le saumon et l'anguille. Je crois d'ailleurs que l'anguille est très riche en protéines et en gras. Oui, c'est très bien, ma fille. Nous avons aussi l'esturgeon, le brochet, la barbue, la truite et la chigan. Mais quel bon potage! Donc, voilà pour ce qui en est du souper. Les colons français consommaient rarement de la viande en raison de leurs contraintes religieuses. Ils complétaient donc leur alimentation avec du poisson. Ils ont aussi découvert plusieurs aliments grâce aux Amérindiens, tels que le melon et la citrouille iroquoise, mais ont plutôt délaissé le maïs et préféraient importer leurs aliments d'Europe. Le sucre est aussi un sujet à ne pas négliger. Ils le faisaient venir d'Antilles, par la France, mais n'en consommaient pas beaucoup, environ 1,5 kg par personne par année, alors que de nos jours, 26 kg sont consommés annuellement. C'est un changement considérable. Le sirop d'érable, cependant, reste. Ce sont les Amérindiens qui l'ont montré aux Français. Ils recueillaient la sève d'érable et la faisaient bouillir pour le transformer en un sirop rougeâtre qu'ils posaient sur leur viande. Pour conclure, la nourriture de nos jours est plus facile d'accès, mais les aliments restent sensiblement les mêmes. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'habillement en Nouvelle-France.